Bonsoir, messieurs et dames. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce JDS, Journal du dimanche au soir, contenu dont vous êtes maintenant habitués. Et vous le savez, c'est un journal qui, pendant en gros 1 heure, vous permet de décrypter des actualités qui sont diverses et variées, parce que c'est cela, l'actualité, sa composante plurielle. Aujourd'hui, 3 sujets majeurs à aborder. D'abord, un essai critique qui pose la réconciliation comme impératif. Un livre, c'est Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis, le livre de Lukman Savadogo. Il est sur ce plateau et on va échanger sur son contenu. Autre sujet, un arrêt sur le secteur apicole burkinabé à la faveur du Salon national du miel achevé hier au Siao, en temps des salons internationaux de l'artisanat de Ouagadougou. Nous allons recevoir monsieur Issoufou Nana, qui est le secrétaire technique de l'agriculture, ministère des ressources animales et halieutiques. Nous allons parler des potentialités, notamment de ce secteur. Et il y a aussi le mot culture de ce JDS, journal du dimanche soir. L'artiste Rama, la slameuse, a fait son concert hier. Vous aurez donc quelques images. Nous reviendrons sur la fameuse robe et son histoire. Et nous allons poser le débat avec des invités sur le mode de communication de nos artistes. Les sujets qui seront donc abordés dans ce JDS, journal du dimanche au soir. Et le premier sujet que nous allons vous proposer, c'est un point de presse, celui du mouvement fort, entendez le Faso ou rien. Ce sont les dissidents ou pourfendeurs de l'ancien CAR. Ils interpellent le chef de l'État sur ses engagements concernant les questions de réconciliation. C'était hier. Le jour où les hommes apprendront à savoir se parler les uns aux autres. Le divorce est-il consommé entre Roland Bayala et le mouvement citoyen africain pour la renaissance du Hervé Ouattara? L'ancien porte-parole du mouvement CAR est aujourd'hui à la tête d'un autre mouvement naissant dénommé Faso ou rien, en abrégé fort, et semble avoir définitivement tourné la page avec ses ex-collaborateurs. Et nous avons décidé de laisser le CAR, voilà, pas de faire un divorce en tant que tel, mais de laisser le CAR de côté à ses membres, anciens membres, et maintenant nous également de regarder vers d'autres horizons. Aujourd'hui, la question fondamentale que nous vivons en tant que Burkinabé, c'est la paix. Mais ce n'est pas sûr que les objectifs que nous sommes fixés également soient les mêmes objectifs que le CAR. Voilà, nous avons longtemps échangé avec les anciens membres du CAR et nous avons convenu réellement de pouvoir prendre également le taureau par les cornes et d'aller sur d'autres chantiers. Il y a tellement de chantiers au Burkina Faso qu'un seul mouvement ne peut suffire pour quand même les résoudre. Cette assemblée générale marque donc le lancement officiel du mouvement Faso ou rien, dont la naissance répond selon ses premiers responsables à un impératif. Cette nouvelle organisation de la société civile se donne pour mission d'œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Comme nous l'avons dit tout de suite dans la déclaration, voilà, le mouvement Faso ou rien fait suite à un impératif du moment. Aujourd'hui, nous voyons que le climat dans lequel les Burkinabés vivent, ce n'est pas du tout à désirer. C'est pour cela que nous avons depuis, juste après les résultats des élections, nous avons demandé aux différents acteurs de la politique au Burkina Faso de quand même s'asseoir ensemble et de passer à un climat de dialogue et de sérénité. Lorsqu'il y a la paix, le développement va. Ça va avec la notion de paix. Donc c'est pour cela que nous avons dit également que juste après cette notion de paix, nous allons travailler dans les chantiers de développement. Nous avons des projets à notre actif et nous irons les proposer à nos premières autorités pour qu'on voit ensemble comment même le patriotisme puisse revenir au Burkina Faso, comment faire travailler la jeunesse dans son ensemble. Dès janvier 2021, le mouvement fort entame mener des actions concrètes sur le terrain, notamment des actions de plaidoyer auprès des autorités religieuses, coutumières et politiques pour le retour des exilés politiques. Vous l'aurez compris, nous sommes de plein pied dans la page politique de ce JDS, journal du dimanche soir. On va y rester d'ailleurs avec un autre sujet avant d'échanger avec notre premier invité, puisqu'il y est donc lié. Il s'agit de Lukman Savadogo, journaliste, éditorialiste, consultant média, qui a fait sortir Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis. Le livre a été présenté hier, 190 pages, qui décrit donc la crise qui secoue le Burkina Faso, multidimensionnelle, dit il parle de la réconciliation, du dialogue politique. Il propose même des esquisses pour ce qui est du processus de réconciliation. C'est dans cet élément. C'est une première de couverture qui plante le décor de l'œuvre littéraire de Lukman Savadogo. La réalité, elle est bien triste pour le Burkina Faso, sous l'emprise de groupes armés, parfois incontrôlés.
Pour l'activiste des droits humains qui fait le procès du présent et en se projetant vers le futur, il y a des incertitudes et on est en droit de se poser des questions. Il y a évidemment avec la lutte antiterroriste, il y a des éléments comme, par exemple, des questions comme la stigmatisation qui se sont invitées. Et tout ça, mis ensemble, font que nous sommes dans une nation qui n'a pas toute sa cohésion, qui court le risque de graves ruptures en sa cohésion. Donc, la deuxième variante de la réconciliation, c'est de trouver des valeurs communes qui puissent cimenter notre vivre ensemble et qui puissent faire que les communautés se retrouvent dans cette nation en étant une seule, en quelque sorte. Pour le journaliste et écrivain, le Burkina Faso est dans une phase de sursis. Il faut que les Burkinabés se parlent et se réconcilient pour sauver le pays. Selon Loukman Sawadogo, son œuvre se veut un livre mémoire d'interpellation sur l'urgence de la réconciliation. Un livre de 191 pages, subdivisé en 8 parties. Donc l'idée ici c'est ça, c'est d'abord la réconciliation politique qui permet donc que la classe politique se parle et que les dossiers de justice et tout ça puissent trouver des solutions et que les questions de rancœur, de vengeance qui existent dans plusieurs fois, on a vu leur expression, puissent trouver une solution finale. Et puis troisièmement, il est question aussi d'une réconciliation de nous Burkinabés vis-à-vis de notre histoire et vis-à-vis de notre mémoire. Cela est très important parce qu'on construit une nation et toutes les grandes nations se sont construites sur la base de leur mémoire et de leur histoire. Et toujours selon l'auteur, il faut éviter que ce sursis ne se transforme en une réalité. S'il venait à se produire, cela serait chaotique. Et les acteurs pour faire du Burkina Faso un État-nation sont connus. Pour parvenir à cette réconciliation, Loukman Sawadogo propose la voie de la justice transitionnelle. Le livre, je l'ai d'ailleurs dans les mains, un livre qui se laisse parcourir. Et je suis d'ailleurs avec l'auteur, Loukman Sawadogo. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes journaliste éditorialiste, vous êtes activiste des droits de l'homme et puis vous êtes aussi consultant média. Un livre de 190 pages, j'ai dit ça se laisse lire. On va aller directement parce qu'il y a tellement d'éléments que j'aimerais bien ressortir. Vous parlez d'une crise au niveau burkinabé qui est multidimensionnelle. Et puis, moi je m'arrête déjà au chapitre 3. Vous parlez de la compétition communautariste dans l'espace républicain. Je vous lis un espace, je pense que c'est une seule phrase, un passage, voilà. Et puis je vous pose la question. Je le retrouve. Voilà. Vous dites ainsi donc, il n'existe plus rien qui ne soit pas teinté du religieux. Tous les faits et gestes de la communauté sont observés, commentés et analysés sous le prisme religieux. Les rapports entre humains, le cadre socio-professionnel, les faits politiques, etc. ont tendance à être colorés religieusement. On retrouve la préférence religieuse partout dans les secteurs de la vie, dans les emplois et les embauches, la promotion dans les entreprises et l'administration publique, l'offre des marchés publics, l'accès aux fonciers, etc. Ce phénomène de concurrence religieuse s'avère être un nouveau tournant plein d'incertitudes de l'évolution sociale de notre nation. Ça, c'est votre regard. Tout à fait. On y est parce qu'on a l'impression que c'est un peu sombre quand même. Non, ce n'est pas sombre, c'est une sociologie du moment. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes dans un État donc, qui se voudrait un État laïque. Et dans un État laïque, le principe de la séparation du religieux et de l'État est très, très, très clair. Et dans notre Constitution, l'article 31 de la Constitution dit que le Burkina Faso est un État laïque et unitaire. Donc le principe de la laïcité affirmé ici, ce qui voudrait dire que quoi en pratique, quand bien même la Constitution à son article 7 dit que il y a les libertés de pensée, de religion, de croyance et de non-croyance. En même temps qu'il y a les libertés, en même temps que l'État est laïque, donc il faut savoir faire l'équilibre des deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le fait religieux d'abord par rapport à l'État, l'espace, quand je dis l'espace, c'est par exemple les institutions ou le rôle que l'État même joue vis-à-vis ou ses rapports avec le religieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets. Comme le temps est bref, mais il y a beaucoup d'effets qui montrent que l'État lui-même ne respecte pas les règles vis-à-vis des principes de la laïcité quand il s'agit de traiter avec les religieux.
Parce qu'on a vu plusieurs fois où c'est l'État, par exemple, qui, tout simplement, dans le cadre d'un rapport avec le religieux, l'État cède sur certains points, qui sont pourtant là où il faut affirmer l'autorité de l'État. Parce qu'il est question que l'État tienne à équidistant toutes les tendances religieuses. Mais là, souvent, il arrive que les règlements amiables entre l'État et les religions font que les religions, aujourd'hui, semblent avoir eu, la pied sur rue, comme on dit au niveau de l'État. Donc ça, c'est un élément. Mais il reste aussi que dans la société, de plus en plus, il y a une sorte de prosélytisme qui apparaît. Qu'on soit d'un bord ou d'un autre, vous allez remarquer que même au niveau professionnel, les gens ont plus tendance à coopter leurs co-religionnaires. Donc la notion ici de co-religionnaire fonctionnel existe. Vous allez même, par exemple, au niveau des marchés publics également, le fait existe. Et ça, je le dis parce que il y a des faits qui ont existé où des ministres ou des choses ont donné des marchés même dans des endroits de culte, par exemple. Oui, dans tous les cas, quand il y a des moments où vous donnez des exemples, c'est pas seulement le fait du parti au pouvoir, le prisme à travers lequel on regarde, quelquefois c'est l'ethnie, vous dites la religion et tout. Vous avez rappelé même quelques propos et du CIFOP, chef de file de l'opposition politique, qui parlait un peu de l'ethnie et du vote. Vous avez rappelé aussi celui de Ablassé Ouedraogo. Il y a des exemples comme ça. Et Souman Touré qui étaye bien donc vos propos. Et puis moi, il y a le chapitre 7 qui m'intéresse, l'antiterrorisme ou la fabrique de la stigmatisation. Et bon, il y a une phrase sur laquelle je veux m'arrêter, c'est que vous dites que, vous parlez d'abord d'un certain nombre d'éléments, on parle de la stigmatisation, et puis vous dites que ces effets ont contribué à faire penser à la communauté Peul que le reste de la société est fondu à l'État contre elle. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel beaucoup ne veulent pas s'aventurer. Ce n'est pas la première fois que vous l'abordez. Bien sûr, il faut l'aborder de façon frontale en ressortant les éléments qui sont à l'intérieur. Il ne s'agit pas de fuir la question. L'antiterrorisme au niveau du Sahel, que ce soit à Djibo, par exemple, là où qui est un peu l'épicentre du terrorisme, à un moment donné, il y a eu des exactions. Il y a eu des exactions qui ont été, qui ont fait des victimes dans les communautés Peul, parce que d'ailleurs c'est là-bas que le terrorisme a un peu plus commencé. Donc à un moment donné, les forces de défense et de sécurité elles-mêmes n'étaient pas en sécurité dans ces zones, vis-à-vis des populations, même pas des groupes terroristes, mais vis-à-vis des populations qui voir les éléments des forces de défense et de sécurité, c'était comme voir aussi l'ennemi, donc les terroristes. Donc ils étaient pris entre les deux feux. Donc les forces de défense et de sécurité qui par moment étaient accusées d'exactions, et les terroristes également qui menaient des exactions. Mais les forces de défense et de sécurité représentent l'État de Burkina Faso. Si bien qu'à un moment donné, il y a eu une tendance à extrapoler, parce que à extrapoler sur le terrain ethnique. Et dès lors qu'on extrapole sur le terrain ethnique maintenant, il se pose un autre problème qui va naître de cela. C'est-à-dire qu'on confond à un moment donné l'État avec certainement les ethnies ou les communautés qui ont en fait les manettes de l'État en main. Et donc ça devient comme si l'État et les autres ethnies qui ne viennent pas au secours donc d'une telle autre ethnie sont donc complices contre une autre ethnie. C'est un élément qui est né dans la perception des victimes de la façon dont l'antiterrorisme est mené dans notre pays. Et ça, c'était important de le relever. Et puis, il y a ce chapitre-là, la vraie ou fausse volonté des acteurs burkinabés. Vous le rappelez, le président du Burkina, Roch-Marc Christian Kaboré, n'a jamais cessé de rappeler et que la question de réconciliation lui tenait à cœur. Et il y a eu plusieurs discours que vous rappelez, décembre 2016 et jusqu'à décembre 2019, mars 2017, vous revenez même au 15 octobre 2020. Mais vous dites, malheureusement, on doit reconnaître avec un cœur serré et beaucoup de perplexité que la volonté du chef de l'État de réconcilier les Burkinabés tarde à se concrétiser. C'est parce que c'est la première phrase le dit, la réconciliation est une thématique sociale qui fait recette, donc c'est un genre de marketing politique, ou bien on sent une classe politique qui a une volonté qui est vraiment affirmée et sincère. La volonté de faire la réconciliation on ne peut pas dire qu'elle n'a pas existé. Elle a existé parce que le Ashkroun est une matérialisation de cette volonté au plan institutionnel.
Maintenant, il y a un pas quand même important de la concrétisation. Je crois que le président Kaboré, quand il est arrivé, depuis 2016 jusqu'à 2020, jusqu'aux élections qui sont passées, on ne va pas dire que ça a été concrétisé dans la mesure où lui-même, pendant la campagne, a dit que s'il était élu, il allait concrétiser la réconciliation dans les 6 premiers mois. Donc, déjà, ici, ça prouve que ça n'a pas été concrétisé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que entre la volonté des uns et des autres et la concrétisation, il y a un élément comme l'intérêt ou la balance que vaut en fait la réconciliation dans le jeu politique. Est-ce qu'en faisant la réconciliation, on peut vouloir de la réconciliation, mais au final on se pose la question, si on l'a fait, je me mets un peu derrière parce que quelque part dedans j'écris, est-ce que si on faisait la réconciliation, est-ce qu'on ne se posait pas la question, en faisant la réconciliation, est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième mandat? C'est ça en fait. Donc il y a la volonté, mais la concrétisation dépend de ce que vaut la réconciliation en tant que fait même social, fait politique dans la balance. Si on l'a fait avant les élections, est-ce qu'on pourrait avoir un second mandat? C'est une question importante. Évidemment. J'aurais 2 dernières questions, parce que le temps, ça va très vite. La première que je vais vous poser, c'est concernant la justice, parce que vous l'abordez. Et vous pensez qu'il y a un rôle qui devrait être joué, mais seulement c'est que le regard que les uns et les autres ont paraît quelque peu obtus. Il y a plusieurs citations que je peux sortir ici. Vous dites par exemple, a priori, l'un des problèmes sur place dans le processus de réconciliation est bien évidemment la justice sur laquelle l'on s'arc-boute de manière sacrée. Et pour vous citer certains dossiers, il y a Norbert Zongo, Dabo Boukari et tout ça, vous dites on a simplement constaté que chaque pouvoir par rapport à ces dossiers a tenté dans un camp comme dans l'autre d'influencer la justice dans le sens de charger ou de décharger la partie accusée. Quand on prend les cas comme Norbert Zongo, pour être plus concret, c'est clair que il y a un régime qui a fait jusqu'à ce qu'on aboutisse à un non-lieu. Et les choses changent après l'insurrection. Est-ce que vous avez cette impression qu'il y a une envie de plutôt accabler, alors qu'on sait qu'il y en a qui sont dehors, à qui on demande de rentrer? Il y a une instruction qui, pour ceux qui attendent toujours, trouvent que ça piétine, pensant qu'avec la question de l'insurrection, ça allait aller très vite. Mais vous dites on est un peu à charge, même dans la période après. Un dossier, c'est à charge, à décharge. Ce que je veux dire ici, c'est que le politique a un effet négatif sur l'avancée de ces dossiers. Que ce soit l'ancien pouvoir sous lequel le dossier est allé, donc un juge a décidé que c'était un non-lieu, et que ce soit après ce régime, jusqu'au régime qui est là, quand même ça fait 6 ans que le régime Compaoré n'est pas là. Mais jusque-là, les dossiers sont toujours, on va dire que le principal accusé, comme on dit, est dehors, et qu'il y a des péripéties judiciaires. Mais le problème, c'est quoi? C'est le fait politique. Parce que jusque-là, c'est comme si il y a d'un côté une justice des vainqueurs, une justice de règlement des comptes, une justice, voilà. Donc c'est ça qui est en fait la question politique dans ces dossiers. Et pour moi, si la question politique n'est pas résolue, il serait difficile, sous aucun pouvoir, de pouvoir le résoudre. Parce que chaque pouvoir qui viendrait, sauf à changer complètement de génération. Mais sinon, tant que ce sera les mêmes générations qu'on a eues il y a 30 ans, ça va être difficile. Le changement simplement de pouvoir ne suffira pas. Et la preuve, c'est que ça fait 6 ans. Et la question politique est toujours là. Parce que les acteurs se regardent. Et les acteurs ont des perceptions l'un de l'autre. Et on pense que l'autre veut utiliser juste comme moi. Donc ce qui fait que la question judiciaire même, ce n'est pas ça qui bloque peut-être le problème. C'est peut-être que le droit lui-même n'est pas le problème, mais c'est la question, l'environnement judiciaire, l'environnement politique plutôt, qui empêche la justice. Et pourquoi quelque part je dis que la réconciliation ferait le tapis rouge à la justice? Pourquoi? C'est la réconciliation qui permet d'apaiser les uns et les autres, de créer un climat de confiance et de sérénité, de faire cette paix des braves qui est purement politique. Après cela, la justice aura librement le temps de mener dans la sérénité
en fait, de conduire dans tous les dossiers. J'avais deux questions. C'est vrai que vous êtes journaliste éditorialiste, donc on parle beaucoup. Hein. Oui, c'est bien sûr. Et la dernière, je disais, c'est vrai que vous revenez sur les propositions, hein, parce qu'il y a aussi des propositions, quoi qu'on dise. Et moi, il y a une phrase que j'oublie pas, c'est que vous faites un genre de parallèle. Vous dites Roch Kaboré et Blaise Compaoré, dans la question de la réconciliation, c'est comme un fil et une aiguille. Bien sûr, parce que pour moi, la question de la réconciliation, c'est comme si c'était un pagne qu'on devait coudre. Ça se suit vraiment sur la variante purement politique des rapports interpersonnels, des rancœurs peut-être, des ruptures peut-être de relations. Et pour moi, si vous prenez les 130 dernières années, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le régime de 27 ans. Voilà, le régime de 27 ans. Et c'est à l'intérieur du régime qu'il y a une fracture. Donc il faut que les deux factions fassent la paix. Comme on en a vu, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, Gbagbo et Soro se sont serrés la main, où on en a vu en Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, Mandela. Dans tous les cas, les deux personnalités ont la lourde responsabilité de racoler les morceaux. C'est pourquoi je dis comme le fil et l'aiguille, parce que sans le fil et l'aiguille, on ne peut pas coudre le pagne. On va s'arrêter là, parce que pour ceux qui veulent avoir plus, oui, bien sûr. Bien sûr. Ce livre-là, où on peut l'avoir? On peut l'avoir un peu partout, à la librairie Jeunesse d'Afrique et puis à la librairie Diakfa. Et évidemment aussi, il y a des endroits, mais qui seraient peut-être publicitaires de les citer ici, donc je ne souhaiterais pas. Merci bien, Lukman Savadogo d'être passé. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste, consultant média, activiste plutôt des droits de l'homme. Encore une fois, merci d'être passé. Merci bien. On poursuit ce JDS avec une autre page, et celle-là, c'est la page économie. Nous l'annoncions en début de JDS, nous allons nous arrêter sur ce secteur apicole et rappeler que du côté du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, il y avait un salon concernant le miel qui s'y est tenu. On est revenu sur les potentialités notamment de ce secteur-là. On était en gros à 500 tonnes de 2011 à 2015, et maintenant on va vers le milieu. On parle d'une contribution à hauteur de 3 milliards au produit intérieur brut. Un vrai potentiel que nous découvrons à travers ce salon. La filière apicole est en pleine croissance au Burkina Faso du fait de la demande de plus en plus forte des produits de la ruche. Avec une production moyenne de 500 tonnes de miel pour un revenu annuel moyen de 1,5 milliard de francs CFA sur la période 2011 à 2015, la production de miel a atteint de nos jours plus de 1000 tonnes par an pour un revenu estimé à environ 3 milliards de francs CFA. C'est dire qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est apporté au niveau national. 3 milliards de francs CFA qui sont intégrés dans l'économie nationale du fait de la production apicole. Le quasi-total du miel produit et consommé au Burkina Faso. Seulement une infime partie est exportée vers les pays voisins. Il s'agit notamment du Ghana, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Maroc. Et pour améliorer la compétitivité du miel burkinabé, les acteurs ont initié avec la représentation de l'Union européenne des activités pour une certification du miel en vue de son exportation vers les pays membres de l'Union européenne, et ce depuis 2018. Ainsi donc en Afrique, sur les 6 pays qui sont acceptés, le Burkina Faso en fait partie. Donc c'est un bond en avant et c'est également un avantage qu'il faut préserver au niveau national. Et pour renforcer les capacités des agents techniques de l'élevage, le ministère des Ressources animales et halieutiques organise des séries de formations en vue d'accompagner les acteurs du domaine de l'apiculture. Nous sommes arrivés à former beaucoup de nos agents qui sont davantage plus opérationnels. Parce qu'en quittant l'École nationale de santé animale, il est clair qu'ils disposent d'un minimum de bagages, mais comme la répétition est pédagogique, en leur apportant davantage donc, de formation, ils sont plus aptes à accompagner les acteurs sur le terrain. Et en ce moment, nous
nous espérons que la production sera plus intense et sera plus efficiente. De plus en plus, au Burkina Faso, la population se tourne vers les produits biologiques. Est-ce que le miel produit au Burkina Faso est de la bonne qualité? Bio, c'est trop dit parce que vous avez des animaux qui vont butiner des fleurs et qui viennent produire donc du miel. Si ces fleurs-là émanent de plantes qui n'ont pas subi de traitement, on peut le dire sans se tromper que le miel il est bio. Par contre, si c'est à travers les champs qui ont subi des traitements avec des pesticides, des résidus d'herbicides, alors on ne peut pas affirmer systématiquement que ce miel-là est bio. Dans le souci d'apporter plus de visibilité à cette filière, un salon international du miel a été organisé. Un salon de 72 heures qui a permis aux apiculteurs d'exposer leurs produits. Le salon, c'est une occasion pour les acteurs de faire valoir leurs activités, donc de commercialiser soit du miel ou bien des équipements ou alors d'autres produits dérivés du miel. La production du miel constitue déjà une niche rentable, nous confient ces apiculteurs. Le miel est rentable, notre travail nous apporte beaucoup de choses. Si la saison hivernale a été bonne, les arbres fleurissent bien et puis bon, là il y a le miel. Quand la saison hivernale n'est pas bonne, là, ça a un impact sur les fleurs et ça a un impact aussi sur le rendement. En plus de la production du miel, certaines structures sont actives pour les maillons de la transformation et de la commercialisation du miel. C'est notamment le cas de boissons à base de miel et les produits cosmétiques. Nous faisons la transformation du miel en vin, en whisky et aussi nous utilisons aussi du miel pour le jus, pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool. Et nous avons aussi du vinaigre de miel. On a du savon, beurre de qualité miel. Notre pommade est faite à base de beurre de qualité et de miel. L'une des contraintes majeures de la filière reste cependant le manque d'accompagnement financier. Le manque d'équipement adéquat constitue également pour plusieurs apiculteurs un autre goulot d'étranglement. Ce premier salon international du miel se veut donc une tribune d'interpellation des autorités pour le développement de ce secteur porteur qu'est l'apiculture. L'apiculture, donc, qui sera le sujet principal de notre tranche économie. Et vous le savez, cette page, je l'anime et je la partage avec David Nana. Bonsoir David, analyste politique, Geoffroy. Merci d'être là. Analyste économique. Ah, je dis politique. Ah, peut-être que ça viendra. Mais c'est toujours lié, n'est-ce pas? En tout cas, il faut être flexible, comme disent les économistes justement. D'accord. Et ceci dit, comme il est de coutume, dans cette rubrique-là, vous nous partagez d'abord quelques coups de cœur et puis quelques éléments qui vous ont marqué sur cette page économie. N'est-ce pas? Justement, j'ai parlé de flexibilité tout de suite. Ça tombe bien aussi avec ce reportage qui parle d'agriculture. Vous savez, moi, ici, à la limite, un peu un physiocrate. Je crois beaucoup à la terre et c'est d'ailleurs pour le Burkina Faso l'une des pistes de sortie. Évidemment. Et comme tous les spécialistes le disent, hein, et justement aussi, pendant qu'on avait le salon du miel ici, du côté de Bobo-Dioulasso, on avait aussi une journée, c'était la première édition, une journée appelée les journées de l'aviculture. Donc, c'était du 18 au 19 décembre dernier, qui s'est terminé aussi le même jour comme le salon. Et donc ce sont les acteurs de la filière avicole qui se sont retrouvés pour ensemble échanger et puis également se donner des idées, partager des expériences et puis également s'atteler sur la problématique même de la filière. C'est des choses que je dis, il faut encourager parce que c'est un secteur, l'agriculture avec un grand A, c'est énorme pour le Burkina Faso et des activités comme ça, c'est à encourager. Je prêche à un converti. Vous avez reçu le directeur de l'ENESA ici qui a dit en moyenne on doit manger 24 poulets, chaque homme doit manger 24 poulets par an, donc c'est un marché à prendre et donc si on s'adapte on peut trouver. Mais ce qui me frappe le plus c'est le thème de ces deux activités là, notamment de l'agriculture. Au niveau de l'aviculture, voici le thème que l'on retient pour cette première édition: l'aviculture dans un contexte de Covid-19, impact, résilience et vision perspective. Et pour le salon apiculture, on dit modernisation du secteur apicole, défis et enjeux pour une économie résiliente au Burkina. Vous voyez qu'à chaque fois le mot résilience vient.
c'est pour confirmer le fait qu'il faut être flexible. La Covid-19, je dis parfois, c'est pas toujours, c'est vrai, c'est un mal, mais qui aurait pu être aussi des opportunités pour le Burkina Faso. Donc je pense que le thème résilient, c'est d'actualité et ça à prendre en compte pour que notre agriculture puisse vraiment avancer. Et puis concernant le secteur agricole, on est sur des pistes parce qu'on va aussi enrichir nos téléspectateurs avec, on va dire, des personnes du domaine et qui reviendront. Et ça, c'est très bientôt d'ailleurs. Oui, on rencontre quand même assez d'acteurs. Vous savez, la filière, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Il y a des producteurs de produits alimentaires, il y a les éleveurs eux-mêmes, il y a aussi ceux qui commercialisent. Donc tout cela, bon... on va l'aborder bientôt. Bien sûr. Deuxième élément. C'est un coup de cœur. De plus en plus, l'Afrique, ça évolue. C'est un coup de cœur. Je prends 3 personnalités qui font parler d'eux positivement dans le monde économique mondial. Je commence par notre confrère, Simon Thiam-Touré, cet avocat de 46 ans qui finit par se passionner pour les investissements, qui est à la tête de cette ce grand groupe Vista Bank Group, et qui s'arroge même les 2 filiales de BNP Paribas. Il a seulement 46 ans, Simon Thiam-Touré, et qui se retrouve aujourd'hui donc comme étant détenteur donc de ces 2 filiales de BNP Paribas. C'est un coup de cœur pour moi. Et à côté de lui aussi, on a l'Ivoirien Tidiane Thiam, ce franco-ivoirien, lui qui a 58 ans, qui aujourd'hui est appelé par le Vatican pour être dans le Conseil économique. Vous savez, le Vatican prône aujourd'hui un système capitaliste plus inclusif, donc un système capitaliste qui crée des conditions d'une certaine équité et une certaine durabilité. Et donc Tidiane Thiam qui intègre ce groupe-là qu'on appelle les gardiens du capitalisme inclusif, et c'est un coup de cœur pour moi. Et qui a quitté le Crédit Suisse. Qui a quitté le Crédit Suisse, qui était auparavant directeur donc du Crédit Suisse, et durant ces 4 années, lorsqu'il était là-bas, on a vu ce qu'il a pu faire, il a pu donner, n'est-ce pas, comme apport à cette banque-là. Et puis on termine avec un Zimbabwéen, j'ai un peu de mal à prononcer son nom, je vais y aller, Maziwa Steve, donc lui qui est un milliardaire zimbabwéen, qui aujourd'hui se retrouve dans le conseil d'administration d'un grand groupe de streaming, notamment le grand groupe Netflix. Donc il intègre ce conseil d'administration. C'est un coup de cœur également pour moi. Netflix, comme vous le savez, c'est aujourd'hui, je ne dirais pas le plus grand, mais en tout cas c'est l'un des géants du streaming aujourd'hui dans le monde entier. Et lui, il est dans la télécommunication, et donc il s'est retrouvé dans ce conseil d'administration. Je dis que l'Afrique avance et on a besoin de plus en plus d'avoir des images comme ça. On n'a pas que des politiciens, mais on a aussi des économistes. C'est bien. Nous sommes avec Issoufou Nana, il est le secrétaire technique de l'apiculture au ministère des Ressources animales et halieutiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Geoffroy. C'est un plaisir. Et tout à l'heure, on regardait cet élément assez intéressant, ce premier salon que vous avez initié. On a le salon national du miel. Ça nous a permis de mieux connaître ce secteur-là. Déjà, présentez-nous ce secrétariat. Merci, M. Geoffroy. Le secrétariat technique de l'apiculture a été créé en 2016 avec le nouveau gouvernement issu des élections de 2016 au ministère des Ressources animales et halieutiques par décret 298, presse, etc. Donc, portant organisation du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il relève du cabinet du ministre. C'est exprès pour nous donner une marge de possibilité de travailler avec déjà la hiérarchie directement. Donc, ce secrétariat a pour objectif essentiel de concevoir et mettre en œuvre la stratégie nationale de développement durable de l'apiculture que nous avons réalisée en 2020 et son plan d'action, à peu près 8 milliards de francs CFA. Ensuite, il y a que nous devons regarder la qualité sanitaire des produits de la ruche, animer les plateformes apicoles nationales et au niveau interafricain. Vous savez qu'au niveau de l'UA, BIRA, qui est un organisme des ressources animales de l'unité africaine, il est recommandé que les ressources, en tout cas apicoles, soient en tout cas remis à un niveau, je vais dire, important, pour que au moins les autorités politiques donnent toute la noblesse qu'il faut à l'apiculture. Et donc le Burkina Faso en 2016, en tout cas, a créé le secrétariat technique qui est au niveau du cabinet du ministre. D'accord. Mais justement, quand on parle de l'apiculture, aujourd'hui, c'est quoi en termes de performance? Je le disais, on était à 500 tonnes l'année jusqu'à récemment. Oui. On est passé, et c'est ce qu'on est en train de faire, aller jusqu'à 1000 tonnes. On parle de 3 milliards en termes de contribution moyenne l'an. On se dit c'est bon.
Maintenant, c'est vraiment la réalité du secteur? Oui, un peu plus encore? C'est bon, mais on ne sait pas encore ce qu'il faut. Et notre rôle, justement, est de booster la production. Si nous sommes passés de 500 tonnes entre 2011 à 2018 à 1000 tonnes aujourd'hui, il faut s'en dire que le potentiel existe. Il nous faut passer carrément à 3000 tonnes, parce qu'en réalité, avec le plan d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre, et avec l'accompagnement de l'Union européenne et de la partie nationale et d'autres bailleurs, la Banque mondiale également à travers un autre projet pour le développement du secteur de l'élevage, PADELB, il y a d'autres projets que je ne peux pas tous citer ici. En tout cas, le secteur apicole, en tout cas, on devait augmenter et surtout tripler la production. Quand nous voyons qu'aujourd'hui, il y a 82% de riches traditionnels, si nous arrivons à moderniser rien que par la formation, le matériel, ce qui est sûr, nous pouvons en tout cas multiplier par 2 ou 3 la production nationale, mais en termes de qualité également. D'accord. Une question? Moi, c'est le ministre de tutelle, notamment celui du commerce, qui souhaitait qu'on soit parmi les plus grands producteurs donc, de ce miel-là en Afrique. On a cité les grands producteurs comme l'Éthiopie, la Tanzanie. Ce que je vais dire, on parle d'avantages comparatifs, parfois aussi dans certains secteurs. Est-ce que le climat, je vais dire de façon générale au Burkina, s'y prête pour qu'on soit un jour vraiment des grands producteurs de miel, de telle sorte qu'on puisse occuper peut-être le top 5? Voilà. Derrière la production du miel, vous avez parlé de résilience. Je vous ai écouté, effectivement. Il y a d'autres potentialités, peut-être qu'on n'explique pas. Mais l'abeille, c'est l'un des plus grands pollinisateurs. Et le secteur agricole ne peut pas se développer sans l'abeille. Et aujourd'hui, des pays comme les États-Unis et même l'Europe, qui ont connu des problèmes avec la mortalité des abeilles due à la loque américaine et la loque européenne, aujourd'hui travaillent à repeupler pratiquement, en tout cas, leur secteur apicole. Parce que l'abeille, c'est le plus grand pollinisateur. Et effectivement, si on veut augmenter la production agricole, il faut que les abeilles survivent. Comme disait Einstein, si les abeilles venaient à disparaître, ce qui est sûr, il donnerait quelques années, sinon 4 années à l'humanité pour disparaître. Et là, c'est au niveau d'abord biodiversité. Donc, en termes d'environnement. En termes économiques, il faut dire que toutes les zones de production au Burkina Faso, je vais vous surprendre, mais à Seba, on produit beaucoup de miel, et au début nous ne pensions pas, mais c'est l'une des zones les plus productrices de miel. Vous voyez, il y a 3 grandes zones, l'Est, l'Ouest et le plateau central. Et aujourd'hui, on remarque effectivement que c'est aussi des zones cotonnières, et toute la problématique, c'est de concilier la production agricole avec les pesticides et la production du miel. Voilà ce que je veux dire. Mais Chinana, justement, moi quand je faisais mes quelques recherches en préparant cette émission, j'ai vu que la moyenne d'âge de ceux qui sont dans l'aviculture, c'est plus de 40 ans. L'apiculture, c'est plus de 40 ans. Oui. D'accord. Et quand vous regardez, c'est à près de 67% des analphabètes. Oui. Donc, on se dit, on est dans le quotidien de ce qu'on a de faire avec nos connaissances endogènes. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir moderniser tout ça avec un contexte pareil? Non, il faut se dire que d'abord, l'agriculture, c'est une activité que vous pouvez pratiquer en étant journaliste, en étant agriculteur, en étant enseignant, parce que tout simplement, vous nourrissez les abeilles, mais en réalité, vous ne le faites pas. C'est l'une des ouvrières au monde qui travaille sans salaire. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on peut concilier les activités avec l'apiculture, ce qui vous permet effectivement de travailler et de le faire. Mais le problème d'analphabétisme, je crois que c'est vrai, mais ce n'est pas un handicap parce que nous travaillons à former les apiculteurs en langue. Nous sommes en train de traduire même la norme apicole du miel en langue gourmacema, en langue fulfulde, en langue morée et en dioula. Ça veut dire que nous connaissons le problème de nos populations, mais il faut se dire que pour produire du miel avec les bonnes pratiques, c'est vrai, on a besoin de lire, mais on peut aussi le faire dans sa langue. Et ça, c'est une possibilité. Effectivement, je suis d'accord avec vous que maintenant le matériel, parce que là se trouve le problème. Il y a 82% des apiculteurs qui utilisent du matériel traditionnel. Cela ne veut pas dire non plus que c'est très grave, mais quand même pour augmenter la production, parce qu'une ruche traditionnelle produit environ 5 kg de miel par an, sinon jusqu'à 10, tandis qu'une ruche moderne va de 12 jusqu'à 20 à 25 kg. Donc cela veut dire que si nous arrivons à doter rien que la moitié de nos apiculteurs en ruche moderne, ce qui est sûr, nous allons doubler la production. Mais
Il y a un autre problème. Il faut effectivement que les bonnes pratiques soient respectées parce qu'il suffit qu'on trouve des pesticides dans notre miel un jour et ça va poser un problème. Justement, dernière question, si vous permettez, parce que le temps ça va trop vite, c'est la question de la qualité de notre miel. On nous a dit qu'il y a une certification Union européenne à laquelle on a pu accéder en 2018. Ça veut dire quoi? Notre miel, il est bon, il est très prisé à l'international? Oui, il est très bon et même qu'il est recherché au niveau national, sous-régional et international. Si l'Union européenne nous a donné effectivement cette autorisation, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce qu'effectivement on a rempli les conditions par un plan de surveillance que nous avons élaboré avec l'ensemble des ministères, ministère de la Santé, Agriculture, Environnement, etc., Commerce, ministère de l'économie, et nous sommes arrivés à ce que ce plan-là soit accepté en août 2017 et en 2018, l'Union européenne nous a donné cette autorisation. Maintenant, chaque année on évalue ce plan et on regarde, si nous ne respectons pas les engagements, eh bien on perd immédiatement ce statut-là. Donc il n'y a que quelques rares pays en Afrique de l'Ouest, peut-être le Bénin, le Nigeria est en train de rechercher d'autres pays, mais jusqu'à présent c'est le Burkina Faso qui est en tout cas listé. Et je souhaite qu'on puisse survivre à ça parce que la pérennisation vient des producteurs. Jusqu'à présent vous ne m'avez pas posé la question, mais je préfère vous dire qu'on a une interprofession dynamique qui est capable même de transcender peut-être ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi si le secrétariat technique est connu aujourd'hui, le ministère du Commerce est là, le ministère de l'Économie, c'est parce que tout simplement les acteurs de base, parfois que vous dites peut-être analphabètes, mais ils ont un travail remarquable depuis 2004 et en 2017, ils ont créé l'interprofession miel. Merci bien. Vous arrivez à satisfaire le marché local, vous arrivez à satisfaire la demande? Je dirais en partie, mais il faut dire que la production de 1000 tonnes, ce qui est sûr, si on regarde le potentiel aujourd'hui, c'est sûr que peut-être que 60-30% du marché, parce que je regarde sur les étagères de certains supermarchés, je vois toujours du miel importé. D'accord. Merci bien, Monsieur Issoufou Nana. Je rappelle que vous allez revenir, parce que le sujet et le secteur, il nous intéresse au premier chef. C'est moi qui suis ravi, je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous portez à ce secteur très jeune, mais circulaire. Ah, ok. Voilà. D'accord, merci bien. On va poursuivre ce journal du dimanche au soir. On avait promis aborder la question culture et c'est maintenant. Et puis dans cette question culture, il y a Rama la slameuse qui a eu son concert hier. Nous allons y revenir tout à l'heure et puis on va poser le débat de la question de la communication souvent et de son mode voulu par nos artistes. Mais il y a eu la fameuse affaire de la robe. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et puis dans cette quête de le savoir, nous avons pu avoir l'artiste elle-même qui nous a ouvert ses portes et puis qui a permis d'avoir des explications assez précises. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes allés du côté des douanes, on a rencontré le syndicat national des agents et on a eu quelques détails. C'est dans cet élément. Des journalistes à l'aéroport international de Ouagadougou pour l'accueil d'une robe, un moment bien singulier dont l'artiste Rama la slameuse semble avoir seul le secret. L'ambiance est détendue et pourtant la soirée ne se terminera pas comme elle a commencé. C'est l'histoire d'une robe, pièce maîtresse d'un concert avec laquelle l'artiste ne rentrera pas, en tout cas pas le soir du 9 décembre. Elle accepte quelques jours plus tard de s'ouvrir sur le sujet devant nos caméras. Cette robe m'a coûté 2 900 000. Je ne parle pas du billet d'avion que j'ai payé aller-retour pour que ces personnes viennent prendre ma mesure dans ce même bureau. Je ne parle pas de combien j'ai payé l'hôtel, de leur séjour. Les gens pensent que je me suis assis comme ça pour commander une robe dans un catalogue. C'est toute une procédure pour avoir cette robe. C'est une robe qui a été confectionnée, ce n'est pas un prêt-à-porter. Si l'émotion demeure, la question c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est une dame, une commerçante qui est venue avec la robe. Lorsque cette dernière est arrivée et qu'elle enlevait la robe pour remettre, à celui qui était censé prendre la robe et puis me remettre à moi main à main, celui-ci s'est dirigé vers la douane et a remis la robe à la douane. Et la douane a demandé
c'est la fameuse robe de Rama la slameuse. J'ai dit oui. Et ils m'ont dit, ok, je dois payer 1 190 000 pour dédouaner la robe. Au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Parce que je suis commerçante. J'ai des boutiques de vêtements. Même une voiture de 3 millions ne se dédouane pas à 1 million, n'en parlons pas d'une seule robe. Nous nous tournons vers la douane pour mieux comprendre. Nous sommes reçus par le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes, Sinatrad. La robe, si on regarde le tarif douanier sur lequel la douane se base pour taxer les marchandises, la robe relève la 3e catégorie. Vous avez 20% de droits de douane, 18% TVA, les taxes communautaires pour l'UEMOA, CEDEAO. Et quand vous faites le taux cumulé, vous tournez autour de 47-48% de la valeur de la marchandise. Donc pour une robe qui coûte 2 900 000, si vous appliquez 48%, vous êtes dans les 1 190 000 comme l'a signifié la brigade spéciale de l'aéroport. Outre la question des droits de douane, l'artiste trouve curieux que seule la robe ait été interceptée. D'abord, même la dame est une commerçante. Et la dame est venue avec plus de 4 valises. 4 valises. Et pendant que la douane maintenait ma robe, la dame était dehors au parking. Lorsque j'appelais même la presse, j'ai eu à dire que la dame même qui a envoyé la robe est dehors avec ses marchandises. Moi, les mots me manquaient. Alors j'ai résumé cela. Comme une chose qui a été planifiée et qui m'attendait. C'est la brigade spéciale qui a procédé à la saisie. L'inspecteur des douanes détaille son mode opératoire. La brigade spéciale, c'est sur renseignement et sur information. Mais il faut dire aussi que les sources ouvertes d'information sont les réseaux sociaux, les journaux, la radio, la télé, tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que la brigade a eu l'information qu'elle a une robe qui coûte 2 900 000 et qui va passer à l'aéroport. Effectivement, c'est une dame qui tenait la robe quand elle est descendue, bagage accompagné, brigade spéciale de l'aéroport. Donc, quand elle est arrivée, on dit, tu as dit que ta robe fait 2 900 000. Nous voulons voir la facture. Si nous avons la facture, ta robe, tu vas payer les droits de douane de 1 190 000. Mais comme vous la connaissez, ça ne s'est pas passé aussi facilement. Comme un citoyen soucieux du respect de la réglementation et de l'autorité, elle a commencé à dire que la douane se trouve dans le complot contre son conseil. Donc, les agents ont observé quand même une certaine retenue et en les renvoyant, quand ils vont se calmer, ils pourront revenir pour les formalités, tout en précisant qu'ils doivent amener une facture. Si elle amène une facture authentique, que la robe coûte 200 000 francs, naturellement, la douane va appliquer les 48% sur les 200 000. Si elle amène une facture que la robe coûte 500 000, nous allons appliquer les 48% sur les 500 000. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore été, en tout cas, destinataires d'une facture. L'affaire a pris une nouvelle tournure sur les réseaux sociaux où l'artiste compte plus de 350 000 abonnés. Elle a maudit nos épouses, elle a maudit nos enfants, elle a maudit notre progéniture. Mais il faut dire qu'en s'engageant comme douanier, on s'attend à toutes choses. Et je pense aussi que, tout ce qui vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est du folklore. Et ça n'entame à rien la sérénité des agents. Ce 19 décembre, le premier concert de l'artiste a bel et bien eu lieu. La magie s'est finalement faite, sans la robe tant attendue. Et pourtant... Après mon concert, la douane va me supplier sous les projecteurs de ce pays. Et je ne vais plus récupérer la robe. Ils vont non seulement me payer la robe, mais toutes les dépenses qui ont été faites autour pour que cette robe-là, je puisse l'avoir, la douane va me restituer. Soit ce pays va m'accompagner, comme ils ont accompagné Arafat un jour en Côte d'Ivoire. Élément donc qu'on vient de suivre, et nous le disions, c'est la partie culture. Je suis avec des hommes de culture bien connus au pays des hommes intègres. Youssef, bonsoir. Youssef Boudarogue qui est avec nous. Bonsoir aussi à notre ami le chat, comme on l'appelle, Hervé Ola. Bonsoir. Bonsoir. Un élément qu'on a regardé, on a regardé tout à l'heure. Moi je dis, d'abord, est-ce que c'est forcément du buzz? Et puis, quand on prend notre secteur musical aujourd'hui, est-ce que le buzz il contribue vraiment à construire les carrières de nos artistes? Est-ce qu'il y a bad buzz, comme le disait l'Américain, good buzz, ou bien il y a buzz?
Oui, déjà merci pour m'avoir invité. Je pense que déjà c'est ça qui fait l'actualité maintenant, de plus en plus dans le monde musical, partout dans le monde entier. Avant de sortir une œuvre, il faut forcément faire un tapage autour justement de son œuvre, avant, pendant et voire même après. Donc les gens utilisent maintenant quelles sont les procédures qu'il faut faire pour véritablement attirer l'attention non seulement des mélomanes, comme nous sommes au niveau de la musique, mais également des internautes, parce que de plus en plus on communique beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc comment faire pour que, pendant qu'on est en train d'avoir plusieurs images, comment faire captiver, n'est-ce pas, l'internaute sur ta page. Donc c'est très important. Donc on utilise, les artistes utilisent donc beaucoup de vidéos et beaucoup de messages, beaucoup de mise en scène pour donc captiver, n'est-ce pas, les différents mélomanes pour leurs œuvres. Donc je pense que c'est important pour ces artistes, parce que de plus en plus il y a tellement des artistes. Moi je prends le cas du Burkina Faso, 5000 artistes, on n'a pas le temps de suivre tout le monde. Donc il faut créer vraiment un phénomène ou bien créer un spectacle autour de ce qu'on veut faire. Et puis je pense que ça, parfois ça porte ses fruits. Et bien entendu il y a des bad buzz, ceux qui le font peut-être parfois un peu trop, peut-être vont même parfois même attaquer même certaines autorités de la place, alors que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est qu'on soit attiré par son œuvre. C'est pas, le buzz n'est pas fait pour sa personne, mais c'est fait beaucoup plus pour que tout le monde se concentre sur l'œuvre qui va sortir. Mais malheureusement d'autres le font à dessein. Réaction Youssef? Oui, je crois qu'il a pratiquement tout dit. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend l'univers donc, de notre showbiz, moi je vais peut-être ramener les choses dans le contexte de Burkina. Vous avez toute une panoplie d'artistes musiciens, et nous, en tant que des conseillers parfois dans le domaine de la communication aux artistes, nous leur disons un artiste doit venir avec une certaine singularité. Alors, donc la singularité c'est quoi? C'est autour de son produit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous avez remarqué, beaucoup d'artistes, ils rentrent en studio, ils font un album. Avant de sortir, on essaie de mûrir donc la réflexion pour voir dans quelle mesure on peut mettre un plan de communication qui pourrait susciter l'adhésion et participer aussi à une certaine singularité au niveau donc de la communication de façon générale. Alors maintenant, est-ce que nos artistes dans le contexte de Burkina le font suffisamment bien? Il y a beaucoup de cas quand même où on a vu des artistes qui ont fait des buzz, c'est-à-dire que beaucoup de bruit autour de leurs produits musicaux, qui ont connu comme un succès qui leur a permis véritablement de pouvoir avoir une sorte de dividende. Mais il y a d'autres artistes aussi qui malheureusement se sont mal pris et que le buzz a tourné très court et finalement le buzz m'est revenu contre eux. Voilà, donc je dis un artiste aujourd'hui dans le contexte de Burkina, de façon générale aussi, a besoin quand même d'un plan de communication qui intègre la question aussi du buzz, parce que le buzz, on ne va pas rentrer dans le concept de définition, mais le buzz c'est une technique commerciale, ce n'est pas seulement les artistes qui l'utilisent. Vous voyez que même les entreprises aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle le buzz, parce que c'est une technique commerciale qui consiste donc à susciter du bouche à oreille, si vous voulez, autour donc d'une offre commerciale, autour d'un produit. Dernière question à vous deux, toujours sur la question de leur communication. Vous avez encadré très souvent des artistes avec les modèles qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, où l'artiste a sa propre page. Est-ce que ça ne devient pas difficile de recadrer toutes ces choses-là? Et c'est justement ça le problème. Donc, malheureusement, les artistes ne comprennent pas que leur rôle c'est uniquement de chanter. Un artiste n'a pas le droit de communiquer sur sa carrière. Ah non, moi je le dis tout le temps, vous avez un staff. À chaque fois quand un artiste veut publier quelque chose, il faut qu'il consulte un communicateur. C'est ça qui est souvent marrant sur certains artistes. Ils ont parfois l'impression que comme ils ont une certaine célébrité, ils se disent qu'ils peuvent prendre leur GSM et puis balancer de n'importe quoi. Et ça se retourne, comme Youssef l'a dit, parfois contre eux. Parce qu'il y a une technique de communication. Il y a beaucoup de grands artistes de par le monde qui ne peuvent pas, même le moindre message qu'il va envoyer, il consulte d'abord son communicateur. Et parfois même c'est le communicateur qui l'écrit. Au nom même de l'artiste, on a l'impression que c'est l'artiste qui l'a écrit. Donc malheureusement, c'est pas ce qui se passe ici pour la plupart de nos célébrités. Dès qu'ils ont leur portable, dès qu'ils ont une information, paf, ils bondissent à 2h du matin, à 3h du matin, ils balancent des inepties. Et après, ça se retourne contre eux. Malheureusement, les communicateurs qui reviennent après, il est déjà trop tard. Oui. Ce que Hervé est en train de dire, c'est exactement juste. Maintenant, ça, c'est ce que nous appelons la normale. Mais vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, avec cette nouvelle forme de communication, on est en train de se rendre compte que l'artiste ne vend pas seulement uniquement son produit commercial, qui est bien sûr son album. L'artiste se vend lui-même. L'artiste vend
vend sa personnalité aussi sur les réseaux sociaux un peu partout. Donc il arrive parfois que des artistes estiment que je ne peux pas trouver un communicateur qui peut comprendre ma vision, qui peut comprendre mon idéal. Donc parfois des artistes vont sur les réseaux sociaux, sur leurs propres pages et essaient de communiquer. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que vous avez souvent des artistes qui savent si bien le faire, mais la plupart, en tout cas des cas, postent des informations qui reviennent contre eux. Évidemment, et ça c'est un sujet qu'on pourra aussi aborder plus profondément après. Mais je dirais déjà merci à Evelyn d'être venu, merci à Youssef, et merci à Monsieur Économie, je vous ai obligé à rester. Mais bon, d'accord, c'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche au soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous redonne donc rendez-vous dimanche prochain.